débute par les phases 1 et donc cette première session va porter sur les anticancéreux en phase de développement. J'ai le plaisir d'être entouré par le professeur Christophe Massard et le docteur Stéphane Champia de notre département d'ITEP, donc axé sur les anticancéreux en phase de développement précoce. On attaque tout de suite. Christophe, tu nous donnes les principaux scoops de l'ASCO. On t'écoute. Merci Karim. Donc on va s'attaquer à cet ASCO 2020 et les différentes thérapeutiques qui ont été développées. 3 grandes thématiques qu'on a choisies avec Stéphane Champia. La première grande thématique, c'est la thématique de la médecine de précision, avec en particulier les inhibiteurs de RET. Une deuxième grande thématique qui présente autour de la chimiothérapie. Et enfin, on fera avec Stéphane une overview de l'immunothérapie. Si on revient 5 ans en arrière, en fait, l'ASCO 2020, c'était ça, en fait. Post-Chicago 2015 que tu avais organisé Karim, Jean-Charles Soria nous montrait qu'en 2015, il y avait la moitié de présentation sur l'immunothérapie. C'était vraiment le début. On commence à se dire, mais comment on va faire pour faire mieux que les anti-PD1, PD-L1 ? Et puis après, il y avait clairement la thérapie ciblée avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, ciblant OGFR, AKT, ERK et d'autres traitements. En 2016, on voit apparaître ce qu'on appelle le tsunami de l'immunothérapie, avec plein de sessions, plein de présentations autour de différents immunomodulateurs et un vrai recul des autres thématiques, ce qui était un petit peu frustrant pour certains d'entre nous. Et bien en 2020, on a clairement un rééquilibrage des différentes thématiques. Donc la médecine de précision, je vous parlais de la chimiothérapie, ça va paraître un peu old school, mais vous verrez qu'il y a un vrai intérêt à la chimiothérapie de nouvelle génération. Et Stéphane vous parlera de les nouvelles immunothérapies. Alors, une très belle présentation à garder à l'esprit, c'est la présentation du Blue 667, le prazeltinib, qui est un inhibiteur de RET chez les patients qui ont des cancers avec ce qu'on appelle des fusions RET. Donc le prazeltinib, c'est un médicament qui a été développé depuis plusieurs années. Ce n'est pas le seul, il y a 2 autres médicaments qui sont en cours de développement. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été développée d'un point de vue ce qu'on appelle tumeur agnostique. Donc les investigateurs ont inclus des patients qui avaient différentes tumeurs, quelle que soit la tumeur, basée sur l'altération RET, mutation ou fusion, comme dans cette étude. Le prazeltinib est un inhibiteur spécifique hautement sélectif de RET, et vous allez voir que c'est ce qui a fait que ce médicament et les autres ont vraiment changé le champ de l'inhibition de RET chez les patients qui avaient des cancers RET altérés. Un petit overview de l'historique. Ça fait des années, plus de 30 ans qu'on connaît les altérations RET. Donc je vous rappelle d'abord dans le cancer de la thyroïde, mais aussi dans le cancer du poumon. Et il a fallu attendre plus de 20 ans pour avoir les bons médicaments. Cette fusion ou ces altérations sont connues dans d'autres maladies, en particulier les tumeurs cérébrales, les tumeurs donc, thyroïdiennes, mais aussi des tumeurs de l'enfant, des tumeurs digestives et des sarcomes. Et puis pendant longtemps, les médicaments qu'on avait n'étaient pas des très bons médicaments inhibiteurs de RET. On avait le vandetanib, le lenvatinib, le cabazantinib, qui sont des inhibiteurs de VEGFR et de RET. Et pendant longtemps, on s'est dit, RET n'est pas une bonne cible parce que quand on regarde les taux de réponse, ils sont très inférieurs aux médicaments comme les ALK inhibiteurs dans le cancer du poumon ou le crizotinib. Et est arrivé ces médicaments comme le Blue 666, qui est un inhibiteur très spécifique, comme vous pouvez le voir sur la figure, par rapport à d'autres médicaments. Donc dans cette étude, les investigateurs ont inclus des patients qui avaient des cancers de thyroïde avec des fusions RET, d'autres cancers, en particulier des tumeurs digestives, des tumeurs qui sont souvent connues comme agressives, comme les cancers du pancréas, les cancers du côlon ou les coloncarcinomes. Là, je vous présente la slide sur l'activité antitumorale du médicament chez les patients qui ont des cancers de la thyroïde avec des fusions RET, avec vous avez des taux de réponse très impressionnants. Donc c'était des résultats qui étaient déjà connus, mais qui sont confirmés. Et puis vous avez les mêmes résultats, donc ça c'est la slide à retenir, chez les patients qui ont d'autres tumeurs, quelle que soit la tumeur. Donc vous voyez les différentes couleurs. Quasi chaque couleur, c'est le scanner d'un patient. On a une couleur quasi différente à chaque barre. Et vous voyez, quelle que soit la tumeur, si le patient a une tumeur qui a une fusion RET, le médicament marche d'une façon très spectaculaire, en particulier chez les patients qui ont des cancers du poumon, des coloncarcinomes, des cancers du pancréas ou des cancers du côlon. Donc là, c'est un exemple. Patiente de 51 ans, coloncarcinome, fusion RET classique, déjà pré-traitée. Dès les premières évaluations, une diminution des tumeurs assez impressionnante, plus de 50% de réduction, qui dure dans le temps, plus de 20 mois de traitement, avec une réduction précoce des tumeurs, mais aussi des marqueurs qui s'effondrent très rapidement. Donc ça, c'est clairement la première présentation, puisque cet inhibiteur de RET montre que probablement, et c'était un des messages de l'ASCO 2020, il faut proposer à nos patients, quel que soit leur type de cancer, un screening moléculaire large pour pouvoir soit les traiter dans le cadre d'AMM, soit les inclure dans des protocoles d'études cliniques.
La deuxième présentation, c'est les protocoles de chimiothérapie, et en particulier les anticorps couplés. Donc ça, c'est une slide que j'ai volée à Benjamin Besse, qui vous fait en fait un peu l'état de la famille des smart chimiothérapies. On a les anti-HR2, les anti-TROP2, les anti-EGFR, et puis je vais vous parler de ce qu'on appelle les anti-SACAM5. Donc SACAM5, c'est un dérivé, on va dire, de l'ACE, et le SAR 408-701 est un anticorps couplé qui va reconnaître le SACAM5 sur la tumeur et qui va délivrer dans la tumeur une chimiothérapie, et en particulier ici, c'est la méthancine qui est inhibiteur des poisons du fuseau. Cette étude a inclus des patients qui ont des cancers du poumon avec une expression sur leur tumeur forte de l'ACE, donc forte expresseur ou expresseur modéré. Et vous voyez qu'il y a des réductions tumorales assez impressionnantes dans les deux groupes de patients. Et cette réduction tumorale, elle peut être assez spectaculaire. Donc là, c'est un exemple d'un patient où il y a une vraie disparition des lésions. Et puis, elle dure dans le temps. Donc là, vous avez en ordonnée, vous avez la durée en semaines, et vous commencez à arriver à plusieurs semaines, voire une année ou plus une année, pour certains patients qui expriment fortement ou modérément l'ACE. La toxicité est globalement bien gérée. Donc, comme tous les ADC, anticorps couplés, vous n'avez pas de perte de cheveux, peu de nausées, peu de vomissements. La principale toxicité est la neuropathie périphérique, qui est gérable. Et puis, vous avez une toxicité cornéenne qui est facilement prise en charge par des collyres ou des traitements locaux. Donc, en résumé, pour cette partie non immuno, il faut retenir l'inhibition de précision et de retour. Les inhibiteurs de RAID vont transformer la prise en charge d'un certain nombre de patients. Il faut proposer des profils moléculaires à nos patients. Et la chimiothérapie donc, fait son retour avec les anticorps couplés qui sont en train de changer les standards de traitement dans beaucoup de maladies. Et donc, on attend les résultats de la phase 3 du SACAM5 qui a été lancé récemment et qui nous permettra de voir si ces médicaments vont changer la prise en charge des cancers du poumon. Merci beaucoup, Christophe. En termes de modèle de développement, tu as montré deux médicaments. L'inhibiteur de RET va porter, si on fait à l'exception mais sur du cancer de la thyroïde, mais sur des cancers rares et même des formes rares de cancers rares. Est-ce que tu penses qu'il faudra une étude de phase 3 pour développer ce médicament? Est-ce que les choses sont mûres pour qu'une étude de phase 2 basée sur une évaluation moléculaire permette une approbation en dehors des États-Unis? Qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est une très bonne question. Tu as raison de souligner qu'il y a les États-Unis et le reste du monde. Il y a deux questions. Je pense qu'une phase 3 randomisée est impossible vu la rareté de ce type de maladie. Après, il y a deux approches. Soit on se dit qu'on part dans une étude qui s'intéresse qu'à un type de maladie, donc par exemple des patients qui ont des cancers du pancréas, si on fait ce type d'approche. L'autre approche est de considérer qu'on est mûr. Et donc il y a deux exemples pour avoir des approches agnostiques. Donc les deux exemples qu'on a, c'est les inhibiteurs de NTRK qui ont été approuvés aux États-Unis et en Europe, non sans difficulté. Et puis les anti-PD1 qui ont été approuvés aux États-Unis mais pas en Europe, où il a fallu là faire une phase 3. Donc là, c'est clairement ouvert et je pense qu'il y a un vrai rôle des cancérologues et des patients pour probablement faire bouger les lignes, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas faire des phases 3 classiques. Donc c'est quand même le retour des thérapies ciblées, comme tu l'as dit, après des années du tout immunothérapie. On a quand même de très très beaux exemples au cours des 2-3 dernières années de thérapies ciblées sur des cibles d'ailleurs parfois inattendues. À la limite, RET est attendu depuis très longtemps, mais il y a d'autres exemples. Bon, on va voir la contre-attaque du coup avec Stéphane sur l'immunothérapie, voir où en est l'immunothérapie, si elle tient son rang ou si au contraire elle est en recul. Alors on va commencer par bien désinfecter comme il faut la petite visionneuse. Voilà, je te la pose. Voilà. Merci Karim. Et on passe donc à la session immunothérapie pour les nouvelles thérapies. On t'écoute, Stéphane. Merci Karim. Effectivement, cet ASCO 2020 nous a permis d'avoir un aperçu de ce qui se trame pour l'avenir de l'immunothérapie. On peut dire que après le tsunami des anti-PD1, PDL1, les nouveaux checkpoints qui étaient en développement pour l'instant sont assez décevants. Et les stratégies de combinaison sont clairement toujours d'actualité. On va le voir avec un premier exemple de combinaison. Alors, je ne sais pas si on peut mettre les slides. Avec notamment une molécule bispécifique, donc les anticorps bispécifiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est une étude qui a été présentée à l'oral, un
anticorps qui s'appelle le MGD013, qui est un anticorps qu'on appelle un DART. En fait, c'est une petite molécule qui a deux valences, ciblant deux antigènes particuliers. En l'occurrence, là, une valence PD1, une valence LAC3. Deux checkpoints qui sont des récepteurs inhibiteurs présents sur les lymphocytes T épuisés. Et c'est une molécule qui n'a pas de fragment constant, ou en tout cas un fragment constant réduit, ce qui lui permet d'avoir une diffusion plus importante et faciliter également la conformation de la molécule pour adresser mieux sa cible. Donc l'intérêt de ce type de molécule. Donc on est sur un anticorps bispécifique d'immunothérapie. La première chose qu'on regarde en phase 1, c'est la tolérance. On peut dire que la tolérance par rapport à un anti-PD1 ou un anti-PD-L1 en monothérapie semble similaire. Ils ont poussé la dose jusqu'à 1200 mg toutes les 2 semaines en intraveineux avec une tolérance plutôt satisfaisante avec des événements désirables type liés à l'immunothérapie comme on voit avec les anti-PD1, PD-L1. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement ils ont des résultats dès la phase d'escalade avec des réponses notamment à des types histologiques réfractaires aux anti-PD1 comme le mésothéliome ou le cancer gastrique, et ce en monothérapie avec cet anticorps qui a cette valence LAC3-PD1. Dans la phase d'extension, où ils ont regardé plus spécifiquement dans le cancer triple négatif, le cancer de l'ovaire et le cancer bronchique, une donnée intéressante, c'est un taux de réponse à 10% chez les patients pré-traités et réfractaires aux anti-PD1 dans le cancer bronchique. Au-delà de ça, les taux de réponse sont similaires, on pourrait dire un peu plus au-dessus, mais enfin, ce n'est pas très solide pour l'instant comme donnée par rapport à une monothérapie anti-PD1. Et donc on espérerait avoir mieux avec ce type de combinaison. Alors ce qui a été intéressant, c'est qu'ils sont allés plus loin, et je pense que c'est là où on a les nouvelles générations de combinaisons. C'est dans ce cadre-là, ils sont allés combiner leur PD1 LAC3 avec un anticorps anti-HER2, le margetuximab, qui est un anticorps anti-HER2 qui a une propriété similaire en termes de reconnaissance d'HER2 comme le trastuzumab, mais qui par contre a une fonction FC, donc la partie constante de l'anticorps, celle qui interagit avec le système immunitaire, plus poussée. Et ils ont des données précliniques qui montrent que cette interaction avec les cellules immunitaires comme les cellules NK sont plus importantes, et notamment uprégulent LAC3 sur les cellules immunitaires. Et donc ils sont allés pousser ce développement en association, parce que non seulement les données précliniques montrent une uprégulation de LAC3, mais aussi de PDL1, d'où le rationnel pour aller faire ces associations avec leurs molécules. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, et ces données qui ont été présentées montrent que l'association de cet anti-PD1 LAC3 avec un anti-HER2 de margetuximab donne des réponses chez les tumeurs HER2 positives qui étaient en échec primaire ou secondaire aux anti-HER2, avec des réponses tout à fait intéressantes dans le cancer du sein, dans le cholangiocarcinome, dans les tumeurs de l'œsophage, des réponses partielles, avec un taux de réponse dans cette phase-là de 42%. Deuxième élément important, pardon, je suis en train de louper la belle image, effectivement, la patiente cancer du sein, HER2 positif, préexposée au pertuzumab, trastuzumab, au TDM1, anastrozole, et qui, avec une masse pariétale, a une réponse très nette, enfin, en tout cas c'est ce qu'on apprécie avoir avec cette association immunothérapie anti-HER2. Donc là, la logique de tout ça, c'est quand même de nous illustrer que l'immunothérapie seule, ça sera peut-être limité et qu'on aura besoin de combiner avec des thérapeutiques anti-tumeurs spécifiques, anti-HER2 dans ce cas-là. On a des associations au DITEP avec des anti-EGFR. Donc vraiment des associations anticorps immunomodulateurs plus anticorps anti-tumeurs qui pourraient être pertinentes à l'avenir. Un deuxième axe qui a été présenté à l'ASCO 2020, c'est de tenter de diminuer la mauvaise tolérance des immunothérapies. On sait que la stratégie de combinaison PD1 CTLA4, qui peut être pertinente dans certains types histologiques, se paye avec une toxicité plus importante, des fréquences de toxicité plus graves. Et donc, une des stratégies est de développer ce type de molécules, ce qu'on appelle des probody. Donc, il y a 2 études qui ont été rapportées cette année. Une étude avec un PDL1 probody, le CX072, et une autre avec un anti-CTLA4 probody de BMS, le BMS 98-662-49. La logique là, c'est effectivement d'avoir un peptide qui masque le site de reconnaissance de PDL1 ou de CTLA4 et que ce peptide soit démasqué au niveau du site tumoral grâce à des protéases qui vont libérer la partie de reconnaissance spécifique. Et donc d'avoir une tolérance meilleure, puisque la diffusion systémique sera toujours avec le peptide masquant, et avoir une efficacité potentiellement plus intéressante, puisqu'on peut se dire qu'on peut essayer de pousser les doses un peu plus haut pour avoir une efficacité. Alors pour l'instant, les données sont très préliminaires, mais je trouve que c'était intéressant de mentionner ce type de stratégie. Les données qui ont été présentées avec le CX072 montraient
un taux d'efficacité, un taux de réponse qui était plutôt similaire avec une monothérapie anti-PDL1. Une tolérance, alors ce qui était rapporté, c'était la tolérance à long terme chez les patients qui étaient traités plus de 6 mois, qui était pertinente, c'est-à-dire qu'on voyait que la tolérance en termes d'effets secondaires grade 3 ou au-dessus était relativement faible, autour de 2,5%. En monothérapie, et qu'au-delà des 6 mois de traitement, en fait, les patients ne faisaient plus de toxicité. Alors il faut toujours être prudent avec ces données-là, puisque quand on n'a pas de bras comparateur, j'ai un peu de mal à conclure que ça soit vraiment mieux toléré. Mais en tout cas, c'est une stratégie thérapeutique qui est pertinente, et je pense encore plus pertinente avec le CTLA4, où on sait qu'il y a un effet dose, toxicité, efficacité, où il sera intéressant d'avoir les données d'efficacité, les taux de réponse avec la combinaison CTLA4, où peut-être on arrivera à pousser les doses un peu plus fortes qu'avec l'anti-CTLA4 standard. Autre stratégie thérapeutique en développement, l'immunothérapie intratumorale. L'immunothérapie intratumorale, toujours une stratégie de priming, c'est-à-dire aller stimuler les défenses immunitaires au niveau du site tumoral pour apprendre au système immunitaire comment reconnaître les cellules tumorales. J'ai choisi cette présentation qui était un poster qui est avec un ARN qui est un agoniste de l'immunité innée, le Toll-like receptor 7, 8 et RIG-1. Ce qu'on aime bien avec l'immunothérapie intratumorale, c'est qu'en monothérapie, on ait des réponses. Et donc, c'est vraiment ce qu'on recherche, même si, in fine, ce qu'on souhaite, c'est que l'association soit plus pertinente que la monothérapie. Donc, un design relativement simple pour une immunothérapie intratumorale, une injection intratumorale toutes les semaines, 5 fois, puis toutes les 2 à 3 semaines, associée ou non dans cette étude qui était 2 escalades puis une extension dans le mélanome et dans le cancer tétécou épidermoïde de cette molécule, le CV8102, donc un agoniste de TLR7-8 et de RIG-1. En termes de tolérance, on retrouve des effets secondaires classiques d'une immunothérapie intratumorale, c'est-à-dire fièvre, fatigue, syndrome grippal, douleur au point d'injection. Et puis en monothérapie, donc c'est vraiment quelque chose qui est classique par rapport à l'immunothérapie intratumorale. Ce qui est pertinent, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces résultats, c'est effectivement qu'en monothérapie, dans des tumeurs comme le mélanome préexposé et réfractaire à l'anti-PD1, ou au contraire naïf de tout anti-PD1, cette immunothérapie en monothérapie, donc injection intratumorale, a montré des réponses partielles. Donc des données qui sont quand même très encourageantes pour l'utilisation de cette molécule en mono, puis potentiellement en combo-thérapie avec des anti-PD1. Dernière stratégie thérapeutique que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est les stratégies thérapeutiques cellulaires, en particulier utilisant les lymphocytes T modifiés. Alors on connaît beaucoup les récepteurs chimériques, les CAR T-cells, et là je voulais aborder avec vous une stratégie thérapeutique qui est tout aussi intéressante, qui sont les TCR transgéniques. Le CAR T-cell, c'est finalement un récepteur modifié qui reconnaît la molécule tumorale sous sa forme native. Un TCR transgénique, au contraire, on reconnaît l'association d'un peptide tumoral associé au HLA. L'intérêt d'un CAR T-cell, c'est qu'effectivement, il peut reconnaître plus facilement sa cible. Le TCR, au contraire, il lui est restreint au CMH du patient. L'intérêt spécifique de ce type de TCR transgénique, c'est qu'effectivement, on va pouvoir non seulement reconnaître des peptides qui sont produits à l'intérieur de la cellule tumorale, et donc d'avoir une reconnaissance qu'on n'a pas forcément avec un CAR. Et puis l'autre stratégie, c'est que ça nous permet éventuellement d'avoir une tolérance meilleure. On sait que la tolérance des CAR est marquée par des syndromes de relargage cytokinique qui conduisent parfois les patients en réanimation. Et donc là, en ayant cette reconnaissance un peu plus spécifique d'une protéine qui est intracellulaire et présentée sur le CMH à la surface de la cellule, on peut espérer avoir moins de CRS. Et donc là, la présentation que je voulais vous rapporter, c'est cette utilisation de lymphocytes T avec un TCR modifié, ciblant l'antigène tumoral qui s'appelle MAGE-A4 chez des patients présentant un HLA de classe A2. Donc un design où effectivement les patients étaient sélectionnés sur l'expression tumorale de MAGE A4, j'avais dit MAGE A2, c'est MAGE A4, et avec un HLA correspondant au HLA A2. Une fois identifiés comme éligibles, les patients avaient du coup une lecaphérèse pour récupérer les lymphocytes, une lymphodéplétion après modification des lymphocytes et une injection de la thérapeutique en intraveineux. Donc, en termes de tolérance, on a effectivement la tolérance marquée par la chimiothérapie de lymphodéplétion, mais surtout un taux de CRS qui semble intéressant. Il y avait 5,3%
de grade 3 de CRS, donc un taux qui semble plutôt inférieur par rapport à ce qu'on peut observer avec des CAR traditionnels, et une activité antitumorale dans les types histologiques explorés, en particulier dans le cancer bronchique et le cancer tête et cou. Et la donnée que je voulais montrer, si possible, voilà, c'est une activité très intéressante dans les synovialosarcomes, avec un taux de réponse de 44%, et qui du coup donne le sentiment que ce type de stratégie pourrait être intéressant dans ce type de tumeur. Au DITEP, on va voir effectivement, on a actuellement un TCR transgénique de la même compagnie qui est dans les tumeurs CHC avec un alpha-fétoprotéine positif. Voilà, donc les 3 stratégies que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Peut-être juste une question sur l'immunothérapie. Est-ce que tu as vu des progrès en termes de biomarqueurs prédictifs d'efficacité, puisque là, il s'agissait finalement de nouvelles pistes, de nouvelles cibles d'immunothérapie, de choses plus compliquées avec les bispécifiques ou une amélioration de la tolérance. Biomarqueurs prédictifs, des choses nouvelles ou non? Alors, on retrouve les choses qu'on connaît, c'est-à-dire effectivement le rôle de la microbiote. On a effectivement des marqueurs qui sont liés à la réponse, l'intensité de la réponse sous immunothérapie. Plus la réponse est forte, plus on a une meilleure survie. Je n'ai pas été frappé cette année par des choses, en tout cas dans les développements early, de facteurs prédictifs de réponse. Je serais ravi de voir ce que mes collègues ont vu dans les types histologiques précis. Ok. Christophe, le mot de la fin sur les essais de phase 1? Ouais, donc 3 choses à retenir. La première chose, le retour de la médecine de précision. L'exemple, c'est les inhibiteurs de RET. Deuxième chose, les smart chemothérapies. Donc les ADC vont vraiment changer la prise en charge de nos patients. Et enfin, l'immunothérapie. On espère que ces nouvelles combinaisons multiples, on voit que la martivité des immunologistes est sans limite, va nous permettre de réverser les résistances primaires ou secondaires aux anti-PD1. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Restez avec nous. On poursuit juste après le jingle.